Le 12 octobre 2023, la famille Thompson de Middletown, dans l'État de l'Ohio, s'est adressée à la police avec un enregistrement vidéo qui deviendrait plus tard une preuve clé dans l'une des affaires de harcèlement les plus troublantes de l'histoire du district. Sur l'enregistrement d'une caméra cachée installée dans la chambre d'enfant, on pouvait clairement voir un homme debout derrière la fenêtre, observant Emily Thompson endormie. Eric et Laura Thompson, les parents d'Emily, ont installé la caméra après que leur fille ait refusé de dormir seule pendant 3 mois, affirmant que quelqu'un l'observait par la fenêtre. Les parents et un psychologue pour enfants ont rejeté ces plaintes comme des peurs enfantines ordinaires et une imagination débordante. Personne n'a pris au sérieux les paroles d'Emily jusqu'à ce qu'il y ait une preuve irréfutable. Nous pensions que c'était juste une phase, raconte Laura Thompson. Peur du noir, monstre sous le lit, problème typique d'enfant. Nous avons essayé toutes les options possibles. Veilleuse, vérification de l'armoire avant le coucher, même un spray spécial contre les monstres. Rien n'a aidé. Les premiers signes d'agitation chez Emily sont apparus en juillet 2023. Emily, qui dormait auparavant sans problème dans sa chambre, a commencé soudainement à se réveiller en criant vers 3 heures du matin. Elle insistait sur le fait qu'elle avait vu une mauvaise personne derrière la fenêtre qui écrivait quelque chose dans un carnet. Les parents ont examiné le terrain autour de la maison, mais n'ont jamais trouvé personne. Nous vivons dans un bon quartier, explique Eric Thompson. 2 étages, cour clôturée, système de sécurité. Nous avons vérifié les caméras de surveillance extérieure, rien de suspect. Et la chambre d'Emily est au 2e étage. On ne peut pas atteindre la fenêtre sans échelle, que nous aurions remarqué. En septembre, la situation s'est aggravée. Emily refusait d'entrer dans sa chambre même pendant la journée, pleurait quand on essayait de la mettre au lit et finissait chaque nuit dans la chambre parentale. Les enseignants à l'école ont remarqué qu'Emily était devenue renfermée, dessinait souvent des figures sombres à la fenêtre et semblait constamment fatiguée. Nous avons consulté la psychologue pour enfants, Dr. Rina Murphy, poursuit Laura. Elle soupçonnait qu'Emily pourrait avoir une anxiété accrue, causée par un facteur de stress quelconque. Peut-être un film qui l'a effrayée ou une histoire qu'elle a entendue à l'école. On nous a conseillé de ne pas mettre l'accent sur ces peurs. Suivant les recommandations du spécialiste, les Thompson ont essayé de maintenir un rythme de sommeil régulier et de ne pas encourager les fantaisies de leur fille. Cependant, le 5 octobre, quelque chose s'est produit qui les a amenés à changer leur approche. Eric s'est réveillé au milieu de la nuit et a entendu un bruit venant de l'arrière de la maison. En regardant par la fenêtre, il a remarqué un mouvement près de l'abri de jardin, mais lorsqu'il est allé vérifier avec une lampe de poche, il n'a trouvé personne. Je m'étais presque convaincu que c'était un raton laveur ou le chat du voisin, se souvient Eric. Mais le matin, j'ai trouvé un paquet de cigarettes sous un buisson près de la maison. Nous ne fumons pas, nos voisins non plus. Cela m'a fait penser qu'Emily ne s'inventait peut-être pas tout. Le lendemain, Eric a acheté une petite caméra, déguisée en veilleuse, en forme de hibou. Il l'a installée sur une étagère face à la fenêtre dans la chambre d'Emily. La caméra s'activait avec le mouvement et transmettait l'enregistrement sur son téléphone. Les parents n'ont rien dit à leur fille au sujet de la caméra pour ne pas augmenter sa peur. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir quoi que ce soit, avoue Eric. Je voulais juste rassurer ma femme et prouver qu'il n'y avait personne devant la fenêtre. Je pensais montrer à Emily l'enregistrement de la chambre vide et cela l'aiderait à faire face à ses peurs. Pendant les 2 premières nuits, la caméra n'a rien enregistré d'inhabituel. Emily se réveillait en pleurant comme d'habitude vers 3 heures du matin et rejoignait ses parents. La 3e nuit, le 9 octobre, lorsque les Thompson ont examiné l'enregistrement le matin, ils ont découvert avec horreur que les peurs de leur fille avaient une base réelle.
La caméra, qui s'est activée à 3h17, a capturé le visage d'un homme derrière la fenêtre de la chambre d'enfant. Il se tenait sur une échelle de chantier appuyée contre le mur de la maison, observant intensément Émilie endormie. À un moment donné, il a sorti son téléphone et a pris plusieurs photos de la chambre avant de descendre prudemment. « J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds », se souvient Laura. « Ma fille essayait de nous dire la vérité depuis des mois et nous ne l'avions pas cru. Cette personne l'observait, la photographiait. Et qui sait depuis combien de temps cela durait ? Les Thompson ont immédiatement contacté la police, mais n'ont pas informé Émilie de l'incident. Au lieu de cela, ils ont déplacé son lit dans leur chambre à coucher et ont expliqué cela par des travaux de rénovation dans la chambre d'enfant. Les officiers ont examiné l'enregistrement et organisé une surveillance de la maison, mais personne n'est apparu au cours des 2 nuits suivantes. Ils nous ont dit qu'ils avaient comme besoin de plus d'informations, explique Eric. La qualité de l'enregistrement n'était pas assez bonne pour identifier le visage de l'homme. La police nous a conseillé d'installer des caméras supplémentaires autour de la maison et de continuer à documenter ce qui se passait. Le 11 octobre, les Thompson ont installé 3 nouvelles caméras. Une dirigée vers l'arrière-cour, une vers le côté de la maison où se trouvait la fenêtre d'Émilie, et une 3e dans la chambre d'enfant, mais sous un angle différent. Cette nuit-là, à 3h14, les caméras ont enregistré un homme qui s'approchait à nouveau de la maison. Cette fois, l'enregistrement était beaucoup plus clair et la police a pu distinguer les détails de son apparence. L'enregistrement reçu par les caméras le 11 octobre 2023 est devenu le tournant de l'enquête. Sur la vidéo, on pouvait voir un homme d'environ 35 à 40 ans, de taille moyenne, vêtu de noir et portant une casquette de baseball qui dissimulait partiellement son visage. Il a méthodiquement installé une échelle pliante, est monté jusqu'à la fenêtre de la chambre d'enfant d'Émilie et y a passé environ 10 minutes, photographiant la pièce et prenant quelques notes dans un petit carnet. Le plus inquiétant était à quel point il semblait sûr de lui, raconte l'enquêteur Carl Jenkins, qui a été nommé principal responsable de cette affaire. Ce n'était clairement pas un acte spontané. Le harceleur connaissait le plan de la maison, l'emplacement exact de la chambre d'Émilie et, apparemment, l'emploi du temps de la famille. Il a fait son affaire calmement, sans hâte, ce qui suggérait une préparation à long terme. Après avoir visionné l'enregistrement, la police a intensifié les patrouilles dans le quartier et installé des caméras supplémentaires autour de la maison des Thompson. Il a été recommandé aux parents de déménager temporairement chez des proches, mais Eric et Laura ont refusé. « Nous ne voulions pas stresser davantage Émilie avec des changements soudains », explique Laura. De plus, si nous étions partis, cet homme aurait simplement pu se cacher et attendre notre retour. Au lieu de cela, la famille a complètement changé le système de sécurité de la maison. Ils ont installé des détecteurs de mouvement, changé toutes les serrures, ajouté des grilles aux fenêtres du rez-de-chaussée et renforcé les portes d'entrée. Émilie dormait maintenant dans la chambre des parents et dans sa chambre, ils ont installé un véritable centre de vidéosurveillance. La police a commencé à identifier le harceleur. Ils ont comparé l'enregistrement avec des bases de données de délinquants locaux, interrogé des voisins et enquêté sur l'histoire de la famille Thompson. Nous sommes partis de l'hypothèse que le harceleur était d'une manière ou d'une autre lié à la famille, explique l'enquêteur Jenkins. Dans de tels cas, ce ne sont généralement pas des personnes aléatoires qui deviennent l'objet d'intérêt, mais celles avec lesquelles l'auteur a eu un contact. Le premier soupçon est tombé sur Mark Davison, un voisin des Thompson. Le célibataire de 42 ans vivait à 2 maisons de chez eux, et plusieurs témoins ont remarqué qu'ils le voyaient souvent passer devant leur maison. De plus, sa corpulence et sa taille correspondaient à l'homme sur l'enregistrement. Le 15 octobre, la police a interrogé Davison. Il n'avait pas d'alibi solide pour les nuits des incidents, dit Jenkins.
Mais ce qui a vraiment attiré notre attention, dans son garage, on a trouvé une échelle pliante très similaire à celle utilisée par le harceleur. Davison a expliqué ses fréquentes promenades en disant qu'il sortait son chien et qu'il utilisait l'échelle pour des travaux ménagers. Il a accepté de fournir un échantillon d'ADN et des empreintes digitales. Il semblait sincèrement surpris et préoccupé par la situation, note Jenkins. Mais nous ne pouvions pas exclure sa participation. Pendant que Davison était vérifié, la police a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 de la maison des Thompson. 2 nuits se sont écoulées sans incident, ce qui a amené les enquêteurs à soupçonner que le harceleur aurait pu remarquer les mesures de sécurité renforcées et se cacher temporairement. Cependant, la situation a changé radicalement dans la nuit du 18 octobre. À 2h45 du matin, les caméras ont capté un mouvement dans les profondeurs du jardin des Thompson. Un homme, très similaire à celui des enregistrements précédents, se déplaçait prudemment le long de la haie. Cependant, lorsqu'il a remarqué une voiture de police qui passait dans la rue, il a rapidement disparu. « Cela a confirmé nos craintes », dit Eric Thompson. Il n'a pas arrêté. Il est simplement devenu plus prudent. Et le plus effrayant, il semblait connaître la présence de la police, ce qui indiquait sa connaissance de nos actions. Le 19 octobre, les résultats de la vérification de Mark Davison sont arrivés. Son ADN et ses empreintes digitales ne correspondaient pas à ceux trouvés sur le portail du jardin des Thompson que le harceleur avait supposément touché. De plus, un examen minutieux des enregistrements des caméras a montré que la personne sur la vidéo avait une corpulence légèrement différente et une démarche caractéristique qui différait de celle du voisin. Nous sommes revenus au point de départ, admet l'enquêteur Jenkins. Mais maintenant, nous avions plus de données sur le harceleur. Nous savions qu'il agissait selon un calendrier spécifique, apparaissant de préférence vers 3 heures du matin, et qu'il était évidemment familier avec l'emplacement des caméras de surveillance. Pendant ce temps, les Thompson ont commencé à remarquer d'autres signes inquiétants. Laura a découvert que quelqu'un suivait son compte Instagram avec un profil anonyme et regardait des photos, dont beaucoup montraient Emily et l'intérieur de leur maison. Eric a trouvé une étrange lettre dans la boîte aux lettres, une feuille de papier vierge pliée d'une manière spécifique, que les experts ont interprété plus tard comme un potentiel marqueur du harceleur. « Cet homme nous a étudiés, » dit Laura. « Pas seulement notre fille, mais aussi nos habitudes, notre routine quotidienne. Nous nous sentions comme sous un microscope, sans savoir d'où viendrait la prochaine étape. » La police a proposé une autre stratégie, déplacer temporairement Emily dans la chambre d'enfant, mais laisser dans la pièce une poupée qui lui ressemblait. L'objectif était d'attirer le harceleur dans un piège lorsqu'il reviendrait observer. Les Thompson ont accepté, mais ont insisté pour avoir des agents supplémentaires qui serviraient directement dans la maison. La nuit du 21 octobre a été décisive. Dans la chambre d'enfant, ils ont placé une poupée dans le lit d'Emily, tandis qu'Emily restait avec ses parents. 3 agents en civil se sont positionnés à l'intérieur de la maison, 4 autres dans des positions tactiques à l'extérieur. Tous étaient équipés de dispositifs de vision nocturne et de radio. À 3h02 du matin, les caméras ont capté un mouvement dans l'arrière-cour. Le harceleur a émergé de l'obscurité, mais se comportait différemment d'avant. Au lieu d'utiliser l'échelle pour observer par la fenêtre, il s'est dirigé vers la porte arrière. Les caméras ont clairement capté comment il sortait des outils et commençait à manipuler la serrure. Ce fut un tournant, explique l'enquêteur Jenkins. Son comportement est passé de l'observation à une tentative d'intrusion. Nous avons compris que nous devions agir immédiatement. Les agents ont reçu le signal pour l'arrestation, mais à la dernière minute, quelque chose a effrayé le harceleur. Il a brusquement interrompu ses manipulations sur la serrure,
a levé la tête comme s'il avait entendu quelque chose et a rapidement disparu dans l'obscurité. La police a organisé une poursuite, mais l'auteur a réussi à s'échapper à travers les jardins voisins. Il se déplaçait sur un itinéraire étudié à l'avance, remarque l'un des officiers impliqués dans l'opération. Il avait clairement un plan de repli. Ce n'est pas un auteur impulsif, mais quelqu'un qui s'est soigneusement préparé. Sur les lieux du crime, le traqueur a laissé un sac à dos qu'il avait apparemment jeté pendant sa fuite. Le contenu du sac a choqué tant la police que la famille Thompson. À l'intérieur se trouvait un ensemble de rubans adhésifs, une corde, un sédatif pour Emily, quelques jouets d'enfants et le plus inquiétant, un plan détaillé de la maison des Thompson avec les entrées et sorties marquées et l'emplacement des pièces. C'était un kit pour un enlèvement, dit le criminaliste Michael Rodriguez, qui a travaillé avec les preuves. D'après la préparation et les objets trouvés, le traqueur prévoyait d'emmener Emily. Les jouets et le sédatif indiquaient le désir de la calmer et de l'empêcher de résister ou de crier. Un examen minutieux du plan de la maison a révélé un autre fait inquiétant. Non seulement les pièces étaient face marquées, mais aussi la position exacte des caméras de surveillance installées par la police. Cela a confirmé les craintes de l'enquêteur Jenkins. Le tracker obtenait d'une manière ou d'une autre des informations sur le déroulement de l'enquête. À ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions affaire à quelqu'un qui avait soit accès à des informations policières, soit observait très attentivement la maison des Thompson, explique Jenkins. Nous avons commencé à vérifier tous ceux qui pourraient avoir un tel accès, des voisins aux officiers de police qui travaillaient sur l'affaire. Une attention particulière a été attirée par un détail qui semblait auparavant insignifiant. Dans le sac à dos du tracker, on a trouvé un reçu du café Morning Brew, situé à 2 pâtés de maison du poste de police. La date sur le reçu, le 20 octobre, exactement le jour où les enquêteurs ont discuté du plan avec le piège dans la maison des Thompson. La vérification des enregistrements des caméras de surveillance du café a révélé qu'à l'heure indiquée sur le reçu, il y avait un homme qui correspondait à la description du tracker. Il était assis à une table à côté d'un groupe d'officiers de police qui n'étaient là pas impliqués dans l'enquête, mais qui discutaient peut-être de l'affaire. Pendant ce temps, l'analyse ADN des objets du sac à dos a donné un résultat inattendu. Le matériel génétique correspondait partiellement à l'ADN d'Eric Thompson, indiquant une possible parenté. Ce fut un véritable choc pour nous tous, se souvient Laura. Nous ne pouvions pas comprendre comment c'était possible. Eric avait été adopté dans sa petite enfance et n'avait eu aucun contact avec sa famille biologique. Après avoir reçu les résultats de l'ADN, il a accepté de fournir plus d'informations sur ses origines. Je savais seulement que j'étais né à Cincinnati et mes parents biologiques m'ont abandonné à la naissance, raconte-t-il. Je n'ai jamais essayé de les retrouver, car je considère ceux qui m'ont élevé comme mes vrais parents. La police a obtenu l'accès au dossier d'adoption fermé d'Eric et a découvert qu'il avait un frère biologique né 1 an plus tard, et également donné en adoption, mais à une famille différente. Le frère s'appelait Robert Clark, et sa dernière adresse connue était une ville à seulement 30 miles de Middletown. La vérification a produit une correspondance, dit l'enquêteur Jenkins. Robert Clark, 38 ans, avait un casier judiciaire pour intrusion et harcèlement. Il avait été libéré de prison il y a 6 mois et depuis lors, sa localisation était inconnue. La photo de Robert, issue de la base de données de la police, a confirmé la correspondance avec la personne sur les enregistrements vidéo. C'était le même tracker. Mais le fait le plus inquiétant est apparu lors d'une enquête supplémentaire sur son passé. Clark était obsédé par l'idée de réunir sa vraie famille, explique la psychiatre Dr. Elizabeth Hope, qui a étudié son cas. Après sa libération de prison, il a d'une manière ou d'une autre appris l'existence de son frère,
l'a localisé et a apparemment décidé que sa nièce lui appartenait en tant que membre de la famille. Dans l'appartement de Clark, que la police a découvert et perquisitionné le 23 octobre, on a trouvé une véritable archive de surveillance. Des centaines de photos de la famille Thompson prises au cours des 6 derniers mois, des cartes de leurs déplacements, des enregistrements de conversations entendues près de la maison et, le plus troublant, une chambre d'enfant entièrement équipée avec des jouets, des vêtements et même une plaque avec le nom Emily sur la porte. C'était une chambre pour l'hébergement à long terme d'Emily, conclut l'enquêteur Jenkins. D'après la préparation, Clark ne planifiait pas un enlèvement dans le but d'extorsion ou une détention à court terme. Il se préparait à prendre Emily pour toujours, supposant probablement qu'il avait une sorte de droit de parenté sur elle. Mais la découverte la plus choquante a été faite dans le sous-sol de l'appartement de Clark. Dans une pièce isolée, cachée derrière un faux mur, la police a découvert des équipements de vidéosurveillance connectés à plusieurs écrans. Sur eux étaient transmises en temps réel des images de caméras à l'intérieur de la maison des Thompson. D'une manière ou d'une autre, il a obtenu l'accès à notre système de sécurité, dit Eric, choqué. Tout ce temps, il ne nous observait pas seulement de l'extérieur, il nous voyait à l'intérieur de notre propre maison. Les experts en cybersécurité appelés à l'enquête ont confirmé les pires craintes. Robert Clark avait piraté le système de surveillance sans fil des Thompson, même avant qu'il n'installe des caméras supplémentaires. Il surveillait essentiellement chacun de leurs mouvements, y compris la préparation du piège le 21 octobre, ce qui expliquait pourquoi il avait changé son approche habituelle cette nuit-là. Malgré une recherche approfondie, Robert Clark restait en liberté. La police a organisé une surveillance 24 heures sur 24 de la maison des Thompson et a déplacé la famille vers un lieu sûr. L'affaire a gagné une notoriété nationale et les photos de Clark sont apparues dans tous les bulletins d'information. Le 30 octobre 2023, 9 jours après la découverte de la pièce secrète, un incident s'est produit qui a coupé le souffle à tout le monde. À 3h17 du matin, exactement à l'heure où le tracker apparaissait normalement à la fenêtre d'Emily, les caméras dans la maison vide des Thompson ont capturé une silhouette familière montant lentement l'échelle vers la fenêtre de la chambre d'enfant. L'apparition de Robert Clark dans la maison vide des Thompson à 3h17 du matin le 30 octobre n'était pas une coïncidence, mais le point culminant d'une opération policière soigneusement planifiée. Après la découverte de son appartement avec une inquiétante chambre d'enfant et du matériel de surveillance, la police a développé un plan à plusieurs niveaux pour son arrestation. Nous avons compris que nous avions affaire à un criminel extrêmement prudent et préparé, explique le capitaine de police Michael Rodriguez, qui dirigeait l'opération. Il avait piraté notre système de surveillance, étudié la routine quotidienne tant de la famille que des patrouilles de police. Nous devions le surpasser sur son propre terrain. Un élément clé du plan était la désinformation. La police a délibérément créé l'impression que la famille Thompson avait déménagé vers un lieu sûr et que la maison elle-même était vide sous surveillance minimale. En réalité, plus de 20 agents en civil ont été positionnés dans et autour de la maison, y compris des tireurs d'élite et des spécialistes de l'arrestation. Les Thompson avaient n'avaient quitté la maison, mais restaient sous protection 24 heures sur 24 dans la ville. Nous lui avons tendu un appât, poursuit Rodriguez. Sachant qu'il pouvait intercepter nos conversations, nous avons délibérément arrangé une fuite d'informations sur le plan de patrouille qui laissait prétendument une fenêtre ouverte entre 3h et 3h30 du matin. C'était son heure habituelle d'apparition, et nous comptions sur le fait qu'il profiterait de cette opportunité. L'opération a commencé le soir du 29 octobre. La police a réduit de manière démonstrative la présence visible autour de la maison, créant l'illusion d'une surveillance relâchée,
À l'intérieur de la maison, dans la chambre d'enfant d'Emily, une poupée imitant un enfant endormi a été placée et le système d'éclairage a été programmé pour maintenir le rythme habituel pour la famille. Notre objectif principal n'était pas seulement de l'attraper, mais aussi de recueillir des preuves irréfutables de ses intentions, explique la procureure Janet Connors, qui a conseillé la police sur les aspects juridiques de l'opération. Nous avions besoin de preuves tangibles de la planification d'un enlèvement pour garantir une peine d'emprisonnement maximale. L'attente a duré toute la nuit. Les policiers, positionnés à des points stratégiques dans et autour de la maison, ont maintenu un silence absolu et un mouvement minimal. L'agent des opérations spéciales James Thornton, qui se trouvait dans le placard de la chambre d'enfant, a raconté plus tard: « C'était les heures les plus tendues de ma carrière. Nous savions qu'il pouvait apparaître à tout moment et qu'il était potentiellement dangereux. » À 2h58 du matin, un capteur périmétrique à la limite de la propriété a enregistré un mouvement. Les caméras de surveillance en mode infrarouge ont montré une silhouette se déplaçant le long de la haie, la silhouette familière de Robert Clark. Il portait des vêtements sombres, un bonnet tricoté sur la tête, des gants aux mains et un sac sur l'épaule. Ses mouvements étaient prudents, mais assurés. Il se déplaçait comme quelqu'un qui sait exactement où il va et ce qu'il fait, se souvient l'officière Sarah Lockhart, qui surveillait la transmission des caméras. Il s'arrêtait constamment, écoutait, vérifiait l'environnement. Ce n'était pas un criminel impulsif, mais un chasseur méthodique à l'affût. Clark a mis près de 15 minutes à contourner le périmètre de la maison et à vérifier les points d'observation possibles ou les embuscades. Puis, satisfait de la vérification, il a sorti l'échelle pliante familière de son sac et l'a placée sous la fenêtre d'Emily. À 3h17, exactement à la même heure que toutes les nuits précédentes, il a commencé à monter. C'était un comportement presque rituel, commente la psychologue Dr. Rachel Stevens, qui conseillait la police. L'adhérence à un temps précis indique des traits de personnalité compulsifs et une signification symbolique profonde de ce moment pour l'auteur. En atteignant la fenêtre, Clark n'a pas regardé à l'intérieur, comme il l'avait fait auparavant. Au lieu de cela, il a sorti un petit outil de son sac, semblable à un coupe-vert, et a commencé à travailler sur le cadre de la fenêtre. C'était le moment que les policiers avaient attendu, la transition de l'observation aux actions actives pour entrer dans la maison. Le commandant de l'unité spéciale a donné le signal pour l'arrestation. Simultanément, de puissants projecteurs se sont allumés, illuminant la maison et la cour. Par un haut-parleur, l'ordre de se rendre et de descendre de l'échelle les mains en l'air a retenti. La réaction de Clark a surpris même les policiers expérimentés. Au lieu de paniquer ou de fuir, il s'est brusquement retourné sur l'échelle, a sorti un pistolet de son sac et a tiré sur le projecteur le plus proche, le détruisant. Puis il a sauté avec une agilité inattendue de l'échelle depuis la hauteur du 2e étage et s'est précipité vers la haie. Il se déplaçait comme un combattant entraîné, se souvient l'officier Jack Wilson, qui a participé à l'opération. Tout s'est passé si vite que nous avons à peine eu le temps de réagir. Sa vitesse et sa détermination nous ont surpris. Une poursuite a commencé sur le terrain autour de la maison. Clark, manifestement familier avec la disposition du quartier, sautait par-dessus les clôtures, se frayait un chemin à travers les buissons et changeait plusieurs fois de direction pour confondre ses poursuivants. À 2 reprises, il s'est arrêté pour tirer sur les policiers qui s'approchaient, les forçant à chercher un abri. Le moment décisif était venu lorsque Clark a tenté de grimper par-dessus la clôture qui séparait la propriété des Thompson de la propriété voisine. L'officière Maria Gutiérrez, qui avait pris position de l'autre côté, a tiré un coup de semonce et lui a ordonné de se rendre. Au lieu d'obéir, Clark a pointé l'arme sur l'officière. Gutiérrez a été forcé de tirer de manière ciblée et l'a blessé à l'épaule.
Même après la blessure, il a essayé de résister, rapporte Gutiérrez. Il a fallu 3 agents pour le désarmer et lui passer les menottes. Tout le temps, il n'a pas dit un mot, nous regardant seulement avec une sorte de froide colère. Le détenu Robert Clark a été immédiatement emmené à l'hôpital sous surveillance renforcée. La blessure n'était pas mortelle, mais nécessitait une intervention chirurgicale. Après l'opération, il a été transféré à l'unité pénitentiaire de l'hôpital, où il a finalement commencé à parler. Vous ne comprenez toujours pas. Ses premiers mots à l'enquêteur Jenkins étaient sans aucune émotion. « Elle m'appartient. C'est ma famille, mon sang. Vous n'avez pas le droit de nous séparer. » La fouille du sac de Clark, qu'il avait laissé tomber pendant sa fuite, a fourni à l'enquête des preuves choquantes de ses intentions. À l'intérieur se trouvait un sédatif dans une seringue, une couverture pour enfants avec le nom d'Emily brodé, de faux documents au nom de Robert Thompson avec Emily comme sa fille, des billets de bus pour le Mexique et une grande somme d'argent liquide. C'était un ensemble complet pour un enlèvement et une disparition, conclut le capitaine Rodriguez. Il prévoyait d'emmener Emily et de quitter immédiatement le pays avec des documents falsifiés. Compte tenu de son obsession et de sa préparation minutieuse, nous sommes certains qu'il aurait été extrêmement difficile de la retrouver s'il avait réussi à exécuter son plan. L'arrestation réussie de Clark a permis à la famille Thompson de respirer. Eric, Laura et Emily ont enfin pu rentrer chez eux. Cependant, les conséquences psychologiques du stress vécu continuaient de se faire sentir. Emily avait toujours peur de dormir dans sa chambre et Laura souffrait de crises de panique. « Rien ne sera plus comme avant », avoue Eric. « Même en sachant qu'il est derrière les barreaux, nous ne pouvons pas nous débarrasser du sentiment d'être observés. Chaque craquement dans la maison, chaque ombre à la fenêtre déclenche une peur instinctive. » L'enquête sur les circonstances de l'affaire s'est poursuivie. Les enquêteurs ont découvert que l'obsession de Clark pour son frère biologique avait commencé en prison, où il avait eu accès à son dossier d'adoption. Après sa libération, il avait engagé un détective privé qui l'avait aidé à trouver Eric Thompson. À l'origine, sa motivation aurait pu être innocente, le désir de se réunir avec son seul parent de sang, explique la psychiatre Dr. Stevens. Mais Clark souffre de graves troubles mentaux, notamment d'un trouble délirant et d'une personnalité antisociale. Sa conception de la famille et de l'appartenance est profondément déformée. Les enregistrements du disque dur saisis dans l'appartement de Clark ont montré la véritable étendue de son obsession. Il observait la famille Thompson depuis plus d'1 an, bien avant qu'Emily ne commence à se plaindre de l'homme à la fenêtre. Le spécialiste informatique a découvert une archive systématique avec des milliers de photos, d'enregistrements de conversations et même des copies de documents personnels de la famille, des dossiers médicaux aux relevés bancaires. Une découverte particulièrement troublante était le journal détaillé de Clark, où il décrivait son droit sur Emily et ses plans pour son sauvetage de la fausse famille. Les entrées devenaient de plus en plus délirantes et paranoïaques au fil du temps, mentionnant souvent un signe qu'il avait reçu en rêve et qui indiquait 3h17 comme l'heure sacrée de la réunion. Nous avons affaire à une personne qui a complètement perdu le contact avec la réalité, conclut Dr. Stevens. Il a créé une réalité alternative où ses actions sont non seulement justifiées, mais nécessaires pour restaurer la justice. Le 10 novembre, la première audience judiciaire dans l'affaire Clark a eu lieu. Il était accusé de tentative d'enlèvement, d'intrusion illégale, de harcèlement, de possession illégale d'armes, d'agression sur des policiers et de résistance lors de l'arrestation. S'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risquait jusqu'à 30 ans de prison. La défense a demandé une expertise psychiatrique, affirmant que Clark était irresponsable au moment des infractions.
La juge Alexandra Martinez a ordonné un examen psychiatrique complet, dont les résultats devaient être présentés dans les 30 jours. Entre-temps, des enquêtes supplémentaires ont mis en lumière de nouveaux détails troublants. L'analyse de l'ordinateur de Clark a montré qu'il n'avait pas seulement recherché des informations sur la famille Thompson, mais aussi sur d'autres enfants à peu près du même âge et d'apparence similaire à Emily. Sur son disque dur, des dossiers ont été trouvés avec les noms de 4 autres filles, contenant leurs photos, adresses Boas scolaires et autres informations personnelles. Cela nous a amenés à reconsidérer notre compréhension de ces motifs, admet l'enquêteur Jenkins. Il est possible que son obsession pour Emily n'ait pas été exclusivement liée à la parenté de sang, comme nous le supposions initialement. Il y a des raisons de croire que cela fait partie d'un schéma comportemental plus large et inquiétant. Lorsque les enquêteurs ont commencé à contacter les familles d'autres enfants de la liste de Clark, ils ont découvert que 2 de ces filles sont également plaintes d'un homme étrange près de leur maison la nuit. Une famille avait même déposé une plainte auprès de la police concernant un homme suspect qui avait été observé à plusieurs reprises en train de photographier leur maison, mais en raison du manque de preuves concrètes, l'affaire n'avait pas été suivie. Ces découvertes ont conduit à supposer qu'Emily Thompson n'était peut-être pas la première et unique cible de Clark. Il aurait pu sélectionner des victimes potentielles selon certains critères, et la parenté avec Eric Thompson n'était qu'une justification commode pour son obsession dans ce cas particulier. Il semble que nous commencions tout juste à comprendre la véritable ampleur de la situation, déclare la procureure Connors. Nous n'avons pas affaire à un incident isolé, mais au comportement systématique d'un harceleur en série qui pourrait représenter une menace pour plusieurs familles, simultanément. Le 15 novembre, un incident s'est produit qui a amené les enquêteurs à reconsidérer leurs hypothèses une fois de plus. Un employé de la prison, où Clark était détenu en attendant son procès, a découvert d'étranges symboles sur le mur de sa cellule, les mêmes que se trouvaient dans son appartement dans la soi-disant chambre d'Emily. À côté des symboles se trouvaient les mots « 3h17 ». Elle attend. Je viendrai. Compte tenu du fait que Clark était sous surveillance constante et n'avait pas accès au monde extérieur, cette note a suscité de sérieuses inquiétudes. L'administration pénitentiaire a renforcé la garde et ordonné une surveillance 24 heures sur 24 de sa cellule. Cependant, le psychiatre qui évaluait son état a suggéré que la note pourrait ne pas être une menace, mais un signe de psychose profonde. Il croit probablement vraiment qu'il peut d'une manière ou d'une autre venir à Emily malgré les barrières physiques, explique le docteur Alan Fisher, qui a effectué l'évaluation. Cela témoigne d'un détachement grave de la réalité et suggère un possible trouble délirant avec des éléments de pensée magique. Le 17 novembre, juste au moment où il semblait que la situation était enfin sous contrôle, la famille Thompson a connu un nouveau choc. Lorsque Laura est rentrée chez elle avec Emily après une visite chez le psychologue, elle a découvert un dessin d'enfant sur la table de la cuisine qui n'était pas là auparavant. Le dessin montrait une fille ressemblant à Emily tenant la main d'un grand homme et en dessous, en écriture enfantine irrégulière, on pouvait lire « Oncle Robert vient à 3h17 ». Mes jambes ont cédé, se souvient Laura. Je savais avec certitude que ce dessin n'était pas là quand nous avons quitté la maison. Emily n'avait jamais dessiné quelque chose comme ça et ne connaissait même pas le nom de Clark. Nous ne l'avions jamais mentionné en sa présence. La police a immédiatement vérifié la maison et le système de sécurité. Toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. L'alarme était activée. Les caméras n'avaient enregistré aucune intrusion. De plus, la vérification de la caméra dans la prison a confirmé que Robert Clark était sous observation dans sa cellule tout le temps. C'était impossible, dit l'enquêteur Jenkins. Personne n'aurait pu entrer dans la maison sans être détecté avec un tel système de sécurité.
Mais le dessin était réel et est apparu d'une manière ou d'une autre. Les techniciens médico-légaux ont analysé le dessin et ont déterminé qu'il avait effectivement été fait par une main d'enfant et n'était pas une imitation. Les empreintes digitales sur le papier appartenaient uniquement à Laura, qui avait trouvé le dessin, et était la main trop fraîche pour que le document ait pu rester longtemps dans la maison. Emily, quand on lui a montré le dessin, a nié l'avoir fait. De plus, elle a montré des signes évidents de peur et d'anxiété et a même refusé de toucher le papier. Le psychologue pour enfants qui travaillait avec Emily a confirmé que sa réaction était authentique. Elle ne se souvenait vraiment pas d'avoir dessiné cela. À ce stade, nous avons commencé à envisager des versions alternatives, admet Jenkins. Clark avait-il peut-être un complice dont nous ne savions rien ? Ou quelqu'un dans la maison des Thompson, peut-être un membre de la famille ou un ami, avait-il quelque chose à voir avec l'apparition du dessin ? La police a réexaminé tous les enregistrements des caméras de surveillance, y compris celles installées dans la maison. Cette fois, ils ont examiné non seulement la période immédiatement avant la découverte du dessin, mais aussi les jours précédents. Ce qu'ils ont trouvé a fait douter tout le monde de la justesse de leurs conclusions précédentes. Dans l'enregistrement du 16 novembre à 3h17 du matin, on peut clairement voir Emily se lever du lit et se diriger vers la cuisine, comme en transe. Là, elle s'assoit à la table et dessine quelque chose pendant environ 15 minutes avant de retourner dans sa chambre. Le matin, elle ne montrait aucun signe qu'elle se souvenait de ses activités nocturnes. C'est un cas de somnambulisme, explique le docteur Nicole Chang, spécialiste des troubles du sommeil chez les enfants, qui a été consulté. Dans l'état de sommeil profond, certaines personnes sont capables d'effectuer des actions assez complexes sans en être conscientes ou sans en garder des souvenirs après le réveil. Mais cette explication laissait ouverte la question principale. Comment Emily connaissait-elle le nom de Robert Clark et pourquoi l'avait-elle dessiné à 3h17, exactement à l'heure que le harceleur répétait obsessionnellement ? La famille a assuré qu'il n'avait jamais discuté de ces détails en présence d'Emily. Les enquêteurs sont retournés à l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance dans la maison des Thompson des derniers mois, précisément les enregistrements auxquels Clark, comme il le savait, avait eu accès. Ils cherchèrent des moments où des détails de l'affaire auraient pu être discutés dans la maison et qu'Emily aurait pu entendre par hasard. Et ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Sur l'enregistrement du 25 octobre, alors que les parents pensaient qu'Emily dormait profondément, on peut la voir descendre silencieusement les escaliers et s'arrêter à la porte entr'ouverte du salon. À l'intérieur, Eric et Laura parlent avec l'enquêteur Jenkins et discutent des détails de l'affaire, y compris le nom de Clark et son obsession pour l'heure 3h17. Les enfants entendent et comprennent souvent beaucoup plus que nous ne le pensons, commente la psychologue pour enfants Mary Dawson. Même si les informations leur semblent incompréhensibles ou effrayantes, ils peuvent les intégrer dans leur peur, leur jeu, ou comme dans ce cas, dans un état de somnambulisme. Cette découverte offrait une explication rationnelle à l'apparition du dessin, mais ne diminuait pas les inquiétudes de la famille. Le fait qu'Emily ait intériorisé si profondément la peur de l'oncle Robert qu'elle se manifestait même dans son subconscient parlait d'un traumatisme psychologique grave. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'un long processus de guérison, souligne le docteur Dawson. Même lorsque la menace physique est éliminée, des cicatrices émotionnelles demeurent, particulièrement chez les enfants, dont le sentiment de sécurité dans le monde est encore en développement. La famille Thompson était confrontée à un long chemin pour restaurer une vie normale. Bien que Robert Clark fût isolé en toute sécurité, sa présence psychologique était toujours perceptible dans leur maison. Il était particulièrement troublant qu'Emily, qui se réveillait auparavant chaque nuit par peur,
dormait maintenant tranquillement, mais exactement à 3h17 chaque nuit, elle s'asseyait dans son lit, les yeux ouverts pendant quelques minutes, regardait vers la fenêtre puis se recouchait, sans s'en souvenir le matin. On nous a dit que cela pourrait être une forme de trouble de stress post-traumatique, explique Laura. Son corps a mémorisé le moment du danger et continue d'y réagir, même lorsque l'esprit conscient essaie d'oublier. Pendant ce temps, les enquêtes continuèrent de révéler de nouveaux aspects de l'histoire de Robert Clark. La police a découvert qu'avant son incarcération, il avait travaillé comme spécialiste technique dans une entreprise qui installait des systèmes de sécurité. Cela expliquait sa capacité à pirater les caméras de surveillance et à contourner le système d'alarme dans la maison des Thompson. Une découverte plus troublante était une série de cas non résolus de harcèlement dans 3 districts voisins qui coïncidaient temporellement avec les périodes où Clark était en liberté. 5 cas de 2015 à 2017, avant son arrestation précédente, et 2 autres au cours des 6 derniers mois après sa libération, avaient une signature similaire. Tous impliquaient l'observation d'enfants à travers les fenêtres des chambres pendant la nuit. Il semble que le cas des Thompson ne soit que la partie émergée de l'iceberg, dit le capitaine Rodriguez. Chaque jour, nous trouvons plus de preuves que Clark pourrait avoir été un harceleur en série qui a peut-être échappé à la justice pendant des années. Le 20 novembre 2023, exactement à 3h17 du matin, les caméras dans la cellule de prison de Robert Clark ont enregistré un incident étrange. Le prisonnier, qui dormait normalement à 7 heures, s'est soudainement assis sur sa couchette, s'est tourné vers le mur où étaient donc dessinés les symboles et a commencé à répéter de façon monotone « Je te vois, Émilie. Je viens pour toi. » Après quelques minutes de ce monologue étrange, il s'est recouché et a sombré dans le sommeil, et le matin, il ne se souvenait pas de l'incident. Au même moment, Émilie s'est également assise dans son lit dans la maison des Thompson et a chuchoté, en regardant vers la fenêtre. « Je te vois, oncle Robert. Je sais que tu viens. » Cette synchronicité troublante, enregistrée par des caméras de surveillance à 2 endroits différents, a présenté aux enquêteurs une nouvelle question inquiétante. Et si la connexion entre le harceleur et sa victime était plus complexe et plus profonde qu'il ne l'avait été soupçonné ? Le comportement synchronisé d'Emily Thompson et de Robert Clark incarcérés a amené les enquêteurs à repenser la nature de leur approche de l'affaire. Le capitaine Rodriguez a formé un groupe spécial comprenant des psychiatres, des experts en analyse comportementale et des spécialistes en psychologie infantile. La tâche principale était de comprendre la nature de ce lien troublant et de protéger Émilie contre d'autres impacts psychologiques. Nous sommes confrontés à une situation qui va au-delà d'une enquête criminelle ordinaire, admet l'enquêteur Jenkins. Physiquement, Clark est isolé et ne présente pas de menace immédiate. Mais psychologiquement, il continue d'une certaine manière à influencer Émilie, et nous devons comprendre le mécanisme de cette influence. Le docteur Eleonora Reid, spécialiste éminente en psychiatrie médico-légale, a proposé une théorie appelée « effet miroir ». Dans certains cas, un lien psychologique spécifique se forme entre le harceleur et la victime, surtout quand il s'agit d'enfants. La victime commence inconsciemment à refléter les schémas comportementaux du harceleur comme mécanisme de protection, devient littéralement un miroir pour prédire et contrôler la source de la menace. Cette théorie a été confirmée par un examen plus approfondi des antécédents médicaux de Clark. Dans son dossier psychiatrique, créé pendant son incarcération précédente, on avait noté une tendance au comportement rituel avec fixation sur des moments précis. Particulièrement révélatrice était la note selon laquelle Clark se réveillait régulièrement à 3h17 du matin, affirmant qu'il entendait un appel. L'heure 3h17 avait pour lui une signification spéciale, presque mystique, explique le docteur Alan Fisher qui a examiné le cas de Clark.
Il croyait qu'à ce moment, la frontière entre les mondes devient plus mince et il est possible d'établir une connexion spéciale avec ceux qu'il considérait comme les siens. Bien sûr, c'est une croyance délirante, mais pour lui, elle était absolument réelle. L'équipe de psychologues soupçonnait qu'Emily, qui avait été sous l'observation de Clark pendant de nombreux mois, avait inconsciemment intériorisé ses schémas comportementaux. Son réveil à 3h17 et les déclarations identiques aux paroles de Clark étaient quand le résultat d'un traumatisme psychologique et une tentative particulière de protection, contrôler ce qui ne pouvait être empêché. Pour tester cette théorie, le Dr Reid a proposé une expérience simple mais efficace. Avec le consentement des parents, Emily a été déplacée dans une autre chambre. Les meubles ont été complètement réarrangés et la routine quotidienne a été modifiée, y compris l'heure du coucher. Si la connexion avec Clark n'était qu'une projection psychologique et rien de plus sinistre, ces changements devraient perturber le schéma établi. Les premiers résultats ont été encourageants. Dans le nouvel environnement, Emily dormait plus paisiblement et son réveil nocturne à 3h17 a cessé. Cependant, la joie était prématurée. La troisième nuit, Emily s'est à nouveau assise dans son lit, exactement à 3h17, bien qu'elle ne prononçât pas de phrase. Cela a conduit les chercheurs à chercher des explications plus profondes. Les traumatismes psychologiques laissent des traces dans le corps autant que dans la conscience, explique la psychologue pour enfants Dr Sarah Cohen. L'organisme d'Emily a littéralement stocké le moment du danger au niveau cellulaire. C'est ce qu'on appelle la mémoire somatique et elle peut persister longtemps après que la source de la menace ait été éliminée. En prison, on a également travaillé avec Clark. Une équipe de psychiatres, dont le Dr Fisher, a commencé une série de sessions thérapeutiques intensives pour comprendre les racines de son obsession pour la famille Thompson et particulièrement pour Emily. Progressivement, ils ont commencé à reconstituer son histoire de vie, remplie d'événements traumatisants et de déformations psychologiques. Clark a grandi dans un environnement extrêmement dysfonctionnel, rapporte le Dr Fisher. Sa mère biologique souffrait de graves troubles mentaux et a abandonné ses deux fils. Avant son adoption, il a passé les 5 premières années de sa vie à alterner entre des familles d'accueil où il était souvent exposé à la négligence et à des abus émotionnels. Contrairement à son frère Eric, qui a été adopté par une famille stable et aimante, Robert est arrivé chez des personnes qui l'exploitaient pour obtenir des allocations pour familles d'accueil. Ses parents adoptifs l'enfermaient régulièrement dans une cave sombre pour des infractions mineures, parfois pendant plusieurs jours. Symboliquement, la porte de la cave s'ouvrait toujours à 3h17 du matin, lorsque le père adoptif rentrait du travail de nuit. Ce moment est devenu pour lui un symbole paradoxal à la fois de peur et de délivrance, explique le Dr Reid. Le moment où la captivité prenait fin, mais où un nouveau cycle d'incertitude et de punition potentielle commençait. Quand Clark avait 14 ans, ses parents adoptifs sont morts dans un accident de voiture. Il s'est retrouvé à nouveau dans le système, mais maintenant comme un adolescent problématique avec des antécédents de comportements agressifs et de tentatives de fugue. À 18 ans, il avait développé un trouble grave de la personnalité avec des signes de narcissisme, des tendances de paranoïaque et l'incapacité à former des liens émotionnels sains. Sa première rencontre avec la loi a eu lieu à l'âge de 22 ans, rapporte l'enquêteur John Morgan, qui a étudié l'histoire criminelle de Clark. Il poursuivait son ex-petite amie qui avait mis fin à leur relation. De manière significative, il est apparu exactement à 3h17 du matin à sa fenêtre, affirmant qu'il vérifiait si tout allait bien avec elle. S'en est suivi une série d'arrestations pour harcèlement, violation de domicile et menaces. Les victimes étaient généralement des femmes qui avaient repoussé ses avances ou des familles
avec enfants qui, selon ses dires, avaient besoin de sa protection. Les évaluations psychiatriques ont à plusieurs reprises identifié un trouble de la personnalité, mais Clark a toujours refusé le traitement, affirmant que tout allait bien avec lui. C'est le monde autour de lui qui était brisé. Un tournant dans sa vie est survenu en prison, où il purgeait une peine de 3 ans pour harcèlement et violation de domicile. Là, il a eu accès à ses documents d'adoption et a appris l'existence de son frère. Cette découverte a déclenché une nouvelle obsession: trouver le seul véritable parent et réunir sa vraie famille. Pour des personnes comme Clark, avec une identité instable et sans lien sain, l'idée de lien du sang peut devenir une fixation, explique le Dr Red. C'est un concept concret, tangible, auquel on peut s'accrocher dans la recherche de sens et d'appartenance. Après sa libération, Clark a engagé un détective privé qui l'a aidé à trouver Eric Thompson. À l'origine, il prévoyait simplement de se présenter et d'offrir de rétablir les relations familiales. Cependant, quand il a vu qu'Eric avait une fille, ses plans ont changé. Dans sa perception déformée, Emily est devenue le symbole de la famille qu'il n'avait jamais eue, poursuit le Dr Red. Il s'est convaincu qu'il avait plus de droits sur elle que les étrangers qui élevaient sa nièce. Un cas classique de projection narcissique et de croyance délirante en sa propre légitimité. Au lieu d'établir un contact direct, Clark a commencé à observer la famille, passant progressivement de la simple collecte d'informations à des formes plus invasives de surveillance. Il croyait qu'il étudiait sa vraie famille et se préparait à la réunification, explique le Dr Fisher. Dans sa perception, ce n'était pas du harcèlement. Il protégeait et se préparait à sauver Emily d'un monde qu'il considérait comme hostile. En décembre 2023, l'examen psychiatrique de Clark a été achevé. Les experts lui ont diagnostiqué une combinaison de plusieurs troubles graves: troubles de la personnalité narcissique, troubles délirants avec des éléments paranoïaques et traits obsessionnels compulsifs. Néanmoins, ils ont conclu qu'il comprenait l'illégalité de ses actions, ce qui le rendait légalement responsable. Il n'était pas sous l'influence d'un épisode psychotique, conclut le Dr Red. Il a planifié ses actions méthodiquement, pris des précautions, évité d'être découvert. Ces troubles expliquent les motifs, mais ne lui enlèvent pas la responsabilité de la décision consciente de violer la loi. Le procès contre Robert Clark a commencé le 15 janvier 2024 et a attiré une attention publique considérable. L'accusation a présenté des preuves substantielles de sa culpabilité, notamment des matériaux de surveillance trouvés dans son appartement, des enregistrements de caméras de sécurité, des témoignages et des rapports de psychiatres. La défense, reconnaissant les problèmes mentaux de l'accusé, a tenté d'obtenir une réduction de peine, arguant que ses actions étaient le résultat d'une enfance difficile et de troubles mentaux non traités. Cependant, le jury n'a pas été convaincu par ces arguments, surtout après avoir visionné des vidéos montrant la méthode froide de ses actions. Le 7 février 2024, Robert Clark a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La juge Alexandra Martinez l'a condamné à 25 ans de prison avec traitement psychiatrique obligatoire et 5 ans de surveillance après sa libération. Une ordonnance de protection permanente a également été émise, lui interdisant tout contact avec la famille Thompson. Vos actions démontrent un niveau élevé de danger pour la société, a expliqué la juge lors du prononcé de la sentence. Harcèlement systématique, intrusion dans la vie privée d'une famille, planification d'un enlèvement, tout cela indique la nécessité d'un isolement prolongé pour protéger les victimes potentielles et vous fournir le traitement nécessaire. Pour la famille Thompson, le verdict a apporté un sentiment de soulagement, mais pas une libération complète de la peur. On nous a dit que cela prendrait du temps pour se rétablir complètement,
dit Laura. Particulièrement pour Emily. Un traumatisme de ce type ne disparaît pas simplement parce que l'auteur est derrière les barreaux. Emily a continué à travailler avec un psychologue pour enfants afin de surmonter progressivement les conséquences du stress vécu. Ses réveils nocturnes à 3h17 sont devenus de moins en moins fréquents, bien qu'il n'ait pas complètement cessé. Un progrès particulier a été qu'elle a recommencé à dormir dans sa chambre, bien que seulement avec une veilleuse allumée et à condition que la porte reste ouverte. Nous essayons de revenir à la normale étape par étape, rapporte Eric. Nouveaux rideaux, réarrangement des meubles, peinture fraîche sur les murs, tout pour que la chambre paraisse différente et crée de nouvelles associations. Entre-temps, l'histoire de Robert Clark a continué à se dévoiler, apportant de nouvelles découvertes troublantes. L'analyse de son ordinateur a révélé des connexions avec des communautés en ligne spécialisées dans les méthodes de surveillance et d'intrusion dans les maisons privées. La police a découvert qu'il participait à des forums sous divers pseudonymes, partageant des techniques pour contourner les systèmes de sécurité et des méthodes pour l'observation discrète des cibles. Ce n'était pas un cas isolé de trouble mental, conclut l'enquêteur Jenkins. Clark cherchait activement des informations et des communautés qui pouvaient l'aider dans le harcèlement. Il savait que ses actions étaient illégales et apprenait activement à éviter l'arrestation. Plus troublante encore a été la découverte d'une partie cryptée du disque dur de Clark, que les spécialistes n'ont pu déchiffrer qu'en mars 2024. On y trouvait des dossiers détaillés non seulement sur la famille Thompson, mais aussi sur 6 autres familles avec de jeunes enfants, vivant dans 3 États différents. Chaque dossier contenait des photos, des adresses, des routines quotidiennes et des notes de Clark sur les vulnérabilités dans leur système de sécurité. Nous avons découvert que les Thompson n'étaient peut-être pas sa première cible, dit le capitaine Rodriguez. Avant eux, il harcelait la famille Campbell de l'Ohio, mais a arrêté après qu'ils aient déménagé dans un autre État. Il semble qu'il sélectionnait méthodiquement des cibles potentielles et passait à la suivante lorsque la première devenait inaccessible. Cette information a confirmé les craintes initiales des enquêteurs. Robert Clark n'était pas simplement une personne atteinte d'un trouble mental, obsédé par une famille particulière. Il était un harceleur en série qui avait développé une approche systématique pour sélectionner des victimes et préparer des crimes. En combinant les informations de son ordinateur avec des données de cas non résolus dans différentes juridictions, la police a lié Clark à 12 cas de harcèlement au cours des 10 dernières années. Dans 5 cas, les dossiers ont été classés faute de preuves. Dans 3 cas, les victimes n'ont pas déposé de plaintes officielles par peur des conséquences. Et dans 4 cas, les familles ont déménagé pour échapper à la menace. C'est un exemple classique de la façon dont les harceleurs en série peuvent rester longtemps non détectés, explique le psychologue criminel Dr Michael Brandt. Ils sont assez intelligents pour ne pas franchir certaines limites, changent souvent de lieu et de méthode, et leurs victimes préfèrent souvent simplement déménager plutôt que de passer par un processus complexe de poursuite pénale. En avril 2024, alors qu'il semblait que l'affaire était enfin close, un incident s'est produit qui a ravivé l'inquiétude de la famille Thompson. Emily, qui ne s'était plus réveillée à 3h17 depuis plusieurs semaines, s'est soudainement assise dans son lit au milieu de la nuit et a clairement dit « Il a trouvé un autre enfant ». Après cela, elle s'est recouchée et a dormi profondément, et au matin, elle ne se souvenait de rien. Les parents, troublés par cet épisode, ont contacté le docteur Cohen qui continuait à travailler avec Emily. La psychologue a supposé que cela pourrait simplement être un effet résiduel du traumatisme, particulièrement compte tenu du fait que la famille avait discuté des nouvelles concernant l'affaire Clark pendant le dîner la veille. Cependant, l'enquêteur Jenkins, apprenant cet incident, a décidé de vérifier l'état du prisonnier.
Ce qu'il a découvert l'a amené à renforcer immédiatement les mesures de sécurité autour de la famille Thompson. Il s'est avéré que Robert Clark avait établi un contact avec un autre détenu, Victor Rains, qui devait être libéré dans 2 semaines. Les registres de la prison documentaient leurs conversations régulières dans l'espace commun, et l'analyse des lettres de Rains, interceptées par l'administration, a révélé des messages cachés à un certain Mark, avec des instructions pour vérifier une boîte postale spécifique après sa libération. Clark essayait d'utiliser Rains comme intermédiaire pour poursuivre la surveillance de la famille Thompson, explique l'enquêteur Jenkins. Ce n'était pas inhabituel. Les criminels de son type cherchent souvent des moyens de maintenir le contrôle sur la situation même depuis la prison. La police a surveillé la boîte postale indiquée et a arrêté Rains 3 jours après sa libération alors qu'il tentait d'en récupérer le contenu. Celui-ci contenait des instructions détaillées de Clark, incluant l'adresse des Thompson, des plans de la maison et des instructions pour observer Emily. Il y avait également une enveloppe contenant 5 000 $ en espèces, de l'argent que, comme on l'a découvert plus tard, Clark avait économisé pendant son travail à l'entrepôt avant son arrestation. Rains, qui avait été précédemment condamné pour des délits mineurs, n'était pas un complice idéologique de Clark. Il avait simplement accepté de vérifier la famille d'un ami pour de l'argent, sans s'intéresser particulièrement aux détails ou aux motifs. Après son arrestation, il a pleinement coopéré avec l'enquête et a fourni des informations sur toutes les conversations avec Clark et ses plans. Cet incident a confirmé ce que nous savions sur des personnes comme Clark, dit le docteur Brandt. Leur obsession ne s'arrête pas avec l'isolement. Ils continuent à chercher des moyens de maintenir l'illusion de contrôle, souvent en utilisant des intermédiaires ou en manipulant d'autres pour atteindre leurs objectifs. Suite à cette découverte, Robert Clark a été transféré dans une prison de haute sécurité avec des contacts restreints. Sa correspondance et ses conversations téléphoniques ont été censurées plus strictement et l'accès aux autres détenus a été minimisé. Malgré ces mesures, il a maintenu un calme inquiétant et a affirmé pendant les sessions avec le psychiatre de la prison que tout se déroule selon le plan. En été 2024, la vie de la famille Thompson a commencé à retrouver progressivement la normalité. Ils ont maintenu des mesures de sécurité renforcées, mais ne ressentèrent plus la présence constante d'une menace. Emily est retournée à l'école, a trouvé de nouveaux amis et a commencé à nager, une activité qui, selon le docteur Cohen, l'aidait à laver la peur du corps. Ses réveils nocturnes à 3h17 ont complètement cessé, ce que les psychologues considéraient comme un indicateur significatif de rétablissement. Le corps de l'enfant a finalement reçu le signal que le danger est passé, explique le docteur Cohen. Cela ne signifie pas que le traumatisme est complètement guéri, mais cela indique la formation de nouvelles connexions neuronales saines. Eric et Laura ont également travaillé à restaurer leur bien-être psychologique et ont assisté à des thérapies pour parents d'enfants ayant vécu un traumatisme. Nous apprenons à ne pas transmettre nos peurs à notre fille, dit Laura. C'est difficile, parce qu'instinctivement, on veut protéger Emily de tout. On veut être hyper vigilant. Mais nous comprenons que la surprotection peut devenir une nouvelle forme de traumatisme. En août 2024, presque 1 an après le début du cauchemar, la famille Thompson a fait un pas important. Ils ont vendu la maison et ont déménagé dans une autre ville. Cette décision n'a pas été prise par peur, mais comme un choix conscient de commencer un nouveau chapitre de vie sans souvenir constant du passé. Nous ne fuyons pas, souligne Eric. Nous avançons. La maison qui était autrefois notre refuge est devenue un lieu rempli de souvenirs difficiles. Emily mérite de grandir dans un espace qui n'est pas marqué par la peur. Leur nouvelle maison, dans une banlieue pittoresque à 3 heures de route de Middletown, a été choisie en tenant compte de tous les aspects de sécurité, sans la transformer en forteresse.
un système de surveillance moderne a été installé discrètement, sans rappeler constamment les dangers potentiels. La chambre d'Emily a été entièrement rénovée selon ses souhaits, créant un espace associé uniquement à des émotions positives. C'était un travail collectif de psychologues, d'experts en sécurité et, bien sûr, d'Emily elle-même, rapporte Laura. Nous voulions qu'elle ressente le contrôle sur son espace, ce qui est particulièrement important après un traumatisme associé à la violation des limites. La police de Middletown a définitivement clos l'affaire Clark en septembre 2024, bien qu'elle ait continué à utiliser les matériaux obtenus pour enquêter sur d'autres cas de harcèlement liés à lui. L'enquêteur Jenkins, qui maintenait le contact avec la famille Thompson, les informait régulièrement sur le statut de Clark et s'assurait que toutes les mesures de sécurité restaient actives. Ces affaires ne se terminent jamais complètement, explique-t-il. Nous avons appris des leçons précieuses qui aideront à protéger d'autres familles contre des harceleurs similaires. C'est une maigre consolation pour ceux qui ont déjà souffert, mais une étape importante pour prévenir de futurs crimes. Le dernier épisode significatif de cette histoire s'est produit le 17 octobre 2024, exactement 1 an après qu'Emily ait réussi à filmer l'homme à la fenêtre. Ce jour-là, Laura a reçu une lettre anonyme envoyée d'une ville située à 2 États de distance. Elle contenait uniquement une photo de leur nouvelle maison, prise depuis la rue, sans étiquette ni menace. La police a immédiatement commencé son enquête. Une vérification a été effectuée sur tous les contacts de Clark en prison, tous ses collaborateurs connus et anciens compagnons de cellule récemment libérés. L'analyse de l'enveloppe et de la photo a révélé des empreintes digitales qui ne correspondaient à aucune entrée dans la base de données. Nous sommes enclins à supposer qu'il pourrait s'agir d'une personne non impliquée qui connaît l'affaire par les nouvelles et a décidé de faire une plaisanterie cruelle, dit le capitaine Rodriguez. De tels incidents ne sont pas rares dans les affaires très médiatisées. Il y a des personnes qui trouvent un plaisir pervers à effrayer les victimes de crimes. Néanmoins, la surveillance autour de la maison des Thompson a été renforcée et la police locale a été informée de la menace potentielle. La famille elle-même a décidé de ne pas céder à la peur et a considéré l'incident comme une autre épreuve sur le chemin de la guérison. On ne peut pas laisser la peur contrôler à nouveau nos vies, dit Eric. Nous avons vécu et survécu à un véritable cauchemar. Si quelqu'un pense qu'il peut nous intimider avec une photo, il sous-estime la force que nous avons acquise. Emily, maintenant âgée de 7 ans, continue de montrer une résilience étonnante. Ses dessins, autrefois remplis de figures sombres à la fenêtre, représentent maintenant des scènes vivantes de la vie quotidienne. École, amis, pique-niques familiaux. L'homme à la fenêtre devient progressivement un souvenir lointain et non plus un élément déterminant de sa vie. Les enfants possèdent une capacité étonnante à se remettre, remarque le docteur Cohen. Ils n'oublient pas les expériences traumatisantes, mais peuvent les intégrer dans une image plus large de la vie sans permettre qu'elles dominent. Emily apprend que la sécurité et la peur peuvent coexister, et cela la rend plus forte. En novembre 2024, Robert Clark a déposé de façon inattendue une demande de révision de son cas, affirmant que de nouvelles preuves pourraient justifier ses actions. Le tribunal a rejeté cette demande sans examen et l'a reconnue comme une tentative de manipuler le système judiciaire. Les psychiatres qui l'observaient ont noté qu'il s'agit d'un comportement typique d'une personnalité narcissique incapable d'accepter la perte de contrôle et la défaite. État en décembre 2024. Robert Clark continue de purger sa peine de 25 ans dans une prison de haute sécurité. Selon les rapports de l'administration pénitentiaire, il reste isolé des autres détenus en raison de tentatives de les manipuler. Son état mental est décrit comme stable, mais sans signe d'amélioration ou de prise de responsabilité pour ses actions. La famille Thompson, surmontant les conséquences de ce qu'ils ont vécu,
a trouvé un nouveau but: aider d'autres victimes de harcèlement. Eric et Laura ont fondé l'organisation à but non lucratif Espace Sûr, qui fournit un soutien juridique et psychologique aux familles confrontées à des situations similaires. Leur histoire, racontée dans un documentaire avec leur consentement, a aidé à attirer l'attention sur le problème du harcèlement et la nécessité d'améliorer la législation dans ce domaine. « Nous n'avons pas choisi ce rôle », dit Laura. Mais si notre expérience peut aider d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé, alors tout ce cauchemar n'aura pas été en vain. L'épilogue de cette histoire reste ouvert. Pour la famille Thompson, la vie continue, repoussant progressivement les ombres du passé. Pour le système judiciaire, l'affaire Clark est devenue un précédent important qui a changé l'approche pour enquêter sur les cas de harcèlement. Et pour la société, c'est un rappel que parfois, les pires menaces ne se cachent pas dans l'imagination d'un enfant, mais à la fenêtre, à 3h17 du matin, attendant patiemment le moment d'entrer. Comme l'a remarqué l'enquêteur Jenkins dans sa dernière interview sur l'affaire, l'histoire de l'homme à la fenêtre n'est pas seulement une chronique criminelle. C'est un avertissement sur l'importance d'écouter les peurs de nos enfants, même quand elles semblent infondées. Parfois, les monstres sont réels, et notre tâche est de protéger les plus vulnérables de leur ombre.